Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les obligations de rénovation et les primes PEB à Bruxelles. Nous attendions un certain nombre de participants. On va peut-être se laisser encore une ou 2 minutes. Peut-être juste avant de commencer, par défaut, tous les micros sont coupés. Samuel, qui est avec moi, pourra répondre à vos questions directement dans le chat pendant la présentation via le Q&A. Sinon, on retraitera toutes vos questions aussi à la fin de la présentation. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes. On a combien de personnes connectées? OK. Je pense que d'ici une trentaine de secondes, on va commencer parce qu'il nous manque encore quelques inscrits. Peut-être en attendant que les personnes se connectent, on va peut-être juste présenter très brièvement EasyPrime. Donc EasyPrime, qu'est-ce qu'on propose comme type de service? On est une société qui vont faire des audits PEB. Les audits PEB sont une stratégie de rénovation du bâtiment, appartement, immeuble, copropriété. C'est aussi dans notre nom, on s'occupe et on accompagne les maîtres d'ouvrage dans l'obtention de leur prime à la rénovation. Et puis, on peut, une fois les travaux réalisés, faire les certificats PEB afin que le propriétaire puisse démontrer l'amélioration énergétique de son bâtiment. Pour les particuliers qui le souhaitent, on peut le mettre en relation avec des corps de métier sur certaines typologies de travaux. Et dans le cadre de l'audit PEB, on va faire des simulations de financement avec des simulations de crédit réservées aux copropriétés, ceci afin de lever le blocage des fonds propres pour lancer les travaux. La présentation d'aujourd'hui va essentiellement couvrir 3 points qui, je pense, devraient intéresser les participants. C'est d'abord comprendre un petit peu les règles derrière l'abattement fiscal complémentaire pour les rénovations énergétiques. Et puis voir, est-ce vraiment intéressant? Et si jamais on s'est engagé sur cette lignée et qu'on ne fait pas les travaux, quelles en sont les conséquences? Dans la deuxième partie du webinaire, on va aussi expliquer les nouvelles règles induites par la mise à jour du COBRAS, qui est donc en fait les obligations de rénovation qui ont été décidées plus tôt cette année via une nouvelle ordonnance qui a été approuvée. Et enfin, le dernier sujet, ça va concerner les primes. Les primes, on a eu beaucoup d'actualités. Il y a eu un peu une saga cet été, et donc on va revenir sur ces différents sujets. Ça nous permettra de comprendre un petit peu où on en est aujourd'hui de ces fameuses primes. Donc tout d'abord, l'abattement fiscal. L'abattement fiscal complémentaire, pourquoi complémentaire? C'est que il faut d'abord être éligible à l'abattement fiscal principal. Donc, il y a essentiellement 4 règles qui sont communes. C'est ne pas posséder d'autres biens. À l'issue de l'achat, on doit maintenir sa résidence principale au sein de l'habitation pendant une période de moins 5 ans. Le bien doit avoir une valeur inférieure à 600 000 € et on doit être propriétaire, en pleine propriété du bien pour lequel on demande cet abattement. Ensuite, il y a 2 règles complémentaires. C'est que comme on va effectuer des travaux après l'acquisition, on est obligé d'être domicilié dans les 5 ans après l'achat.
Donc là, la période d'obligation de domiciliation, hein, donc le moment où on doit enfin aménager, a été étendue par rapport à l'abattement fiscal principal, où normalement on devait être dans les 3 ans. Et surtout, on doit démontrer qu'on a amélioré la performance énergétique du bâtiment. Et pour le faire, il faut qu'il y ait une amélioration d'au moins 2 classes. Et donc, typiquement, ça veut dire que si jamais j'achète un bien qui est en G, on doit arriver à un score PEB au moins à E pour montrer de cette progression. Alors, l'abattement fiscal complémentaire, c'est combien? On l'a dit, il fallait progresser d'au moins 2 classes. L'abattement, c'est-à-dire qu'on va réduire la valeur du bien de référence de 25 000 € par classe, c'est-à-dire que dès qu'on progresse de une classe, on va obtenir 3 000 € et donc comme c'est minimum 2, on a un peu plus de 6 000 € en cas d'une rénovation simple, et plus elle sera complexe, plus on va augmenter la valeur de cet abattement. Ce qu'on voit, c'est que cet abattement s'applique quel que soit le bien. Donc si jamais on achète un studio qui est en G, on obtiendra le même avantage fiscal que quelqu'un qui achèterait une maison. Et on imagine bien que la rénovation du studio ou de la maison pour gagner 2 classes, le coût en sera bien différent. 5 ans pour faire ces travaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on fait l'acquisition, on doit demander cet abattement complémentaire. Donc, c'est bien un engagement, et un engagement qu'on doit ensuite réaliser, et on a 5 ans pour le faire, puisqu'une rénovation énergétique peut parfois être complexe. On le verra ultérieurement dans un exemple. Si jamais on s'était engagé à faire ces travaux, mais que on ne reste pas domicilié pendant une période de 5 ans, alors là, il y aura un remboursement de cet avantage fiscal au prorata de la durée. Donc si jamais on ne restait que 2 ans domicilié dans le bien à l'issue de l'avantage fiscal, on devrait rembourser les 3/5 de cet avantage. Et ça, c'est une même règle pour l'abattement fiscal. Si par contre, je demande cet abattement fiscal complémentaire, avec un engagement, disons par exemple, de sauter 2 classes, et que pour des raisons diverses, je venais à ne faire aucun travaux, je devrais rembourser les 6 000 € de l'avantage fiscal, mais il y aurait également une pénalité de 1/10 de cet avantage, donc c'est-à-dire un peu plus de 600 €. On va maintenant passer à un exemple concret, puisque je pense que c'est vraiment la question que doit se poser chaque acquéreur au moment de l'acquisition, c'est de la faisabilité en fait d'obtenir cet avantage fiscal. Et puis aussi à travers cet exemple concret, on va pouvoir voir si jamais c'est faisable et si ça vaut le coup financièrement. Donc ici, on a pris un exemple d'un appartement rez-de-chaussée qui fait 85 mètres carrés, qui est considéré comme une passoire énergétique, qui a une valeur d'achat de 270 000 €. On va avoir un abattement fiscal principal qui est de plus ou moins 25 000 €. Et ensuite, si jamais on saute 3 classes, donc on va démontrer qu'on arrive à un certificat PEB-C. On aura donc 5 ans pour faire les travaux, et ceci nous permettra d'avoir un abattement complémentaire de 9 000 €. C'est là où on a fait ici une simulation suite à une visite de cet appartement, donc rez-de-chaussée, façade à rue. On voit sur la droite qu'il y avait une déperdition sur la façade arrière,
en jaune, un petit retour au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble. Et puis sur la façade droite, en rouge, il y avait un passage de garage qui se faisait à l'extérieur, et donc il y avait une grande déperdition sur tout le côté droit. On avait aussi une déperdition au niveau du sol, ce qui fait que on était sur une passoire énergétique parce qu'aucune de ces parois n'était isolée. Et c'est là où on voit qu'en fait, pour avoir ce saut de 3 classes, on doit quand même faire un certain nombre de travaux conséquents, et ce n'est pas toujours évident, puisqu'il y a des travaux, on va dire, assez simples. Au niveau de la chaufferie, il y avait un certain nombre de tuyaux qui étaient non isolés. Donc ça, c'est faisable assez facilement, mais on est dans une chaufferie commune. Donc il faudra voir comment organiser ça avec les différents copropriétaires. Le sol, là, on proposait d'isoler par au-dessus, puisque le maître de l'ouvrage nous avait dit aussi qu'il souhaitait changer les finitions. Donc à ce moment-là, on peut mettre un polyuréthane projeté. Et grâce à ces 2 postes, on saute une première classe, mais ce qui ne nous donne pas la possibilité d'avoir un abattement fiscal. Pour pouvoir avoir le premier abattement fiscal, il faudra également isoler la façade arrière, qui était en fait un petit retour qui donnait sur une terrasse, et isoler l'ensemble de la façade rouge qui donnait sur le garage. Et donc là, c'est aussi un poste où il y a 2 possibilités qu'on a essayé de simuler ici. C'était soit une isolation par l'intérieur ou une isolation par l'extérieur, qui est toujours préférable quand c'est possible. Mais si on est sur l'extérieur, là aussi, il faudra demander l'accord de la copropriété. Alors que quand on isole par l'intérieur, on est plein propriétaire. Donc là, on arrive avec au moins 4 postes AD, donc on pourra avoir un avantage fiscal de 6 000 €. Mais si jamais on voulait avoir les 9 000, c'est là où il faut isoler aussi la façade à rue et mettre également un système double flux. Alors, ça veut dire que là, on est arrivé dans une situation où on a dû isoler l'ensemble des parois de déperdition et aussi mettre un système double flux qui, une fois qu'on a beaucoup isolé, est quand même assez recommandé pour s'assurer qu'on aura un certain confort dans ce bien. On va voir maintenant concrètement, une fois qu'on a vu l'ensemble des postes, un peu les conclusions par rapport à cet avantage fiscal. Donc, on avait estimé le budget des travaux uniquement sur la partie rénovation énergétique, hein, donc ça ne couvrait pas les frais de finition engendrés par ces travaux, à un budget quand même conséquent, puisque supérieur à 40 000 €. Il y a un petit peu de primes qui vont couvrir ce chantier, donc là, un peu moins de 8 000 €, donc c'est la prime de base. On a un abattement complémentaire, 10 000 €. Comme on était une passoire énergétique, pour cet appartement en 2033, une amende de 9 000 € aurait été exigée. Ici, on voit que 100% de l'amende serait évitée, donc c'est aussi une autre source de gain. C'était sur la base des factures qui nous avaient été transmises. Il y aura des économies d'énergie qui seront calculées, mais aussi surtout, on sait qu'à Bruxelles, de plus en plus, la valeur du bien se retrouve est liée au PEB. Et donc, cette rénovation de 3 classes, hein, on passe de F à C, est estimée sur la base des dernières données de l'étude de SmartBlock à un gain de 30 000 €. Donc, notre conclusion ici, c'est que l'abattement complémentaire est un incitant, mais ce n'est pas lui qui va déterminer ou pas si on va se lancer dans ces travaux de rénovation. Ça va être une multitude de facteurs, hein, les contraintes de rénovation, la préservation de la valorisation de son bien, le confort,
l'économie d'énergie. Et en fin de compte, quel est le risque? Aujourd'hui, si au moment de l'acquisition, on s'engage à sauter de 3 classes, on aura un gain un peu plus, autour de 9 000 €. Et l'amende, si jamais dans les 5 ans après l'acquisition, on n'avait pas fait ces travaux, il faudra rembourser ces 9 000 avec une pénalité d'un peu plus de 900 €. Voilà pour l'abattement fiscal complémentaire pour la rénovation d'énergie. On va maintenant passer aux nouveautés concernant le nouveau COBRAS et quels sont les grands changements qui vont concerner l'ensemble du parc résidentiel à Bruxelles. Tout d'abord, on vous a parlé d'obligations de rénovation. On le voit ici dans ce calendrier. Donc l'ordonnance a été approuvée plus tôt dans l'année. Et elle va imposer quoi? Que chaque appartement et chaque maison à Bruxelles soit doté d'un certificat PEB. Donc il y a une obligation d'obtenir un certificat, alors qu'aujourd'hui cette obligation était existante qu'au moment d'une transaction. C'est-à-dire concrètement, au moment de la mise en vente ou de la mise en location d'un bien, on était obligé de fournir ce certificat. Ce qui explique qu'aujourd'hui, la moitié des unités résidentielles à Bruxelles n'ont pas de certificat PEB. Et donc, tous les propriétaires auront jusqu'au 31 décembre 2030 pour réaliser leur certificat ou le mettre à jour si jamais le certificat en cours venait à être périmé, puisqu'ils sont valables que 10 ans. Et donc, tout Bruxelles devra avoir un certificat à jour au 31 décembre 2030. Et c'est sur la base de ce certificat que la stratégie de rénovation bruxelloise va être pilotée, puisque toutes les passoires énergétiques, au 1er janvier 2033, auront dû être rénovées. Si ce n'est pas le cas, des amendes seront exigées. Et ça, on précisera un petit peu le cas des amendes. Attention, dans le cas d'un immeuble, l'immeuble, donc la copropriété, il n'y aura pas de certificat PEB immeuble ou copropriété, mais bien une somme de certificats individuels. Et c'est les certificats individuels de l'immeuble qui vont déterminer si l'immeuble est conforme ou pas. Pour prendre un exemple, si vous avez un immeuble de 3 lots et que le rez-de-chaussée et le premier étage ont plutôt un bon PEB, ne sont donc pas des passoires énergétiques, mais que le dernier étage sous toiture a un mauvais PEB, PEB G puisque la toiture n'est pas du tout isolée, en 2033, la copropriété sera considérée comme étant en infraction par rapport à cette obligation de rénovation, puisque une des unités au sein de l'immeuble aura un mauvais PEB. Donc 2033, c'est les premières obligations de rénovation. 2045, une échéance un peu plus lointaine, là, le niveau à atteindre sera un score minimum PEB de C-, pour tendre vers la neutralité carbone. En moyenne, en 2050, on devra arriver sur l'ensemble du bâtiment bruxellois à du C+. Donc là, on voit qu'il y a un vrai mur de rénovation devant nous, puisque C+, c'est plus de 80% du patrimoine résidentiel à Bruxelles qui devra être rénové. Attention concernant les amendes, j'avais donné mon exemple d'un immeuble. Il y aura une solidarité entre les copropriétaires. Donc si je reprenais mon exemple de 3 lots avec un appartement sous toiture, s'il y a une amende en 2033 qui est exigée pour cet appartement, comme la toiture est une paroi commune, ce n'est pas le propriétaire seul du dernier étage qui devra payer, mais la copropriété qui devra payer. Et donc, chaque propriétaire, en fonction de ses quotités, devra abonder en fonction de cette amende soit réglée. Alors, le calcul des amendes, il y a 3 critères. Donc, en 2033,
on a un objectif de sortir toutes les passoires énergétiques, donc les bâtiments les plus énergivores, les lettres G et les lettres F, devront être rénovés pour arriver à un score minimum de E. Si jamais nous sommes encore en G ou en F, pour l'unité, on va prendre le delta de son score PEB par rapport à l'objectif d'un score minimum de E qui est 275, et c'est ce résultat de mon score actuel moins 275 qui va me donner le montant PEB que je vais multiplier en infraction, pardon, que j'ai multiplié par la surface en mètres carrés et par un ratio de 2,5. Donc, en bas du slide, on vous montre un exemple pour un appartement de classe G de 100 mètres carrés qui serait en PEBG avec un score de 400 points. Je fais 400 moins 275, ça me donne 125 points qui est en fait le montant d'infraction maximum que je multiplie par 100 mètres carrés, puis par 2,5, ça me donne une amende de 31 250 € pour cet appartement. Dans cette ordonnance, il y a d'autres grands changements. Tout d'abord, l'obligation de nommer un unique expert PEB. L'expert PEB est une nouvelle profession, un nouvel agrément qui sera en fait la fusion du certificateur PEB et du conseiller PEB. L'expert PEB de la copropriété aura deux missions. Un, de réaliser tous les certificats au sein de l'immeuble. Ça permettra d'avoir un expert qui appliquera le protocole sur l'ensemble de l'immeuble et qui sera aussi le dépositaire de toutes les informations de l'immeuble. Étant donné qu'il aura fait le certificat une première fois pour la chaufferie et pour l'appartement du rez-de-chaussée, quand il devra faire le premier étage, il sera déjà bien au courant des informations de la chaufferie, de s'il y a eu des travaux d'isolation sur les parois communes et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui fera à la fois les certificats, mais aussi qui conseillera la copropriété dans sa stratégie de rénovation. Au niveau du certificat PEB de la copropriété, donc là, je l'ai déjà un peu expliqué plus tôt, mais je vais juste le rappeler. Il n'y aura pas un certificat immeuble, mais bien un certificat pour chaque unité résidentielle. Et c'est la somme de tous ces certificats qui déterminera si l'immeuble est en conformité ou pas. Et comme je l'avais dit, il y a une solidarité entre les copropriétaires en cas d'amende. L'amende, peut-être juste pour préciser, une première tranche sera exigée en 2033 si jamais aucun travaux n'ont été réalisés et qu'il reste encore des passoires énergétiques. Un délai supplémentaire de 2 ans pourra être demandé si jamais la copropriété pense être en mesure de faire des travaux dans les 2 ans. Comme pour l'abattement fiscal, on vous propose maintenant de vous montrer un exemple. On pense que quand on passe par l'exemple, ça permet de comprendre un petit peu voilà, concrètement, qu'est-ce que ça impose en fait de sortir euh, les, les, euh, les passoires énergétiques avant 2033, hein, qui peut à la fois être lointain, mais on sait que dans certaines copropriétés, ça va supposer d'agir sur un certain nombre de postes. Et donc, d'autres questions vont se poser, la nécessité de demander un permis, l'existence d'un fonds de réserve suffisant, l'accord des différents copropriétaires pour pouvoir lancer les travaux. Donc, il y avait une vraie complexité à la rénovation en copropriété. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre un exemple ici. D'autant plus qu'on sait que, en moyenne, les passoires énergétiques à Bruxelles représentent plus de 40% du bâti, donc ça va quand même toucher un grand nombre de copropriétés. Ici, on est sur un immeuble des années 50. Donc à l'époque des années 50, forcément, les standards d'isolation étaient pas ceux d'aujourd'hui. 5 appartements.
Bonne nouvelle, des travaux importants d'isolation de la toiture avaient été faits, mais par contre, les 4 façades, dont une façade mitoyenne, n'avaient pas été isolées. Et puis, il y avait une déperdition par rapport au sol, une partie sur le garage et une partie contre terre. Et puis, une chaudière, une chaufferie au mazout, non à condensation, donc là aussi perfectible. Dans notre approche d'audit PEB, on essaie de définir justement pour les copropriétés une chronologie de travaux pertinente avec un détail des travaux et de mise en œuvre à réaliser, une estimation du budget, on calcule le retour sur investissement, la réduction du CO2 et le calcul des amendes, ceci afin de donner un vrai phasage et une vraie cohérence à l'analyse. Pour ce faire, on essaie de toujours prioriser les travaux qui ont un maximum d'impact à moindre coût. On va faire une projection du score PEB afin de se dire si on fait tel et tel travaux, quel est le score qu'on va obtenir. On prend en compte les complexités techniques, mais aussi l'obligation de permis. Donc toujours, on va essayer de faire ce qui est le plus simple d'abord. De temps en temps, il va falloir mutualiser certains travaux. Quand on va isoler des façades, s'il est nécessaire de changer les châssis, on va essayer de les faire au même moment. Puis on peut recommander des alternatives, comme on l'avait mis dans l'exemple précédent. Parfois, on va modéliser une isolation par l'intérieur versus l'extérieur, pour donner un exemple. Donc ce bâtiment, je l'en avais décrit très, très brièvement. En fait, ce qui en sort, c'est que, à part la toiture, tout est soit mauvais ou perfectible. Et donc, on va voir maintenant quel était le score PEB de ces différents appartements. Donc là, à l'exception, sur les 5 appartements, on en avait 3 passoires énergétiques avec le calcul de l'amende. Au total, on est à plus de 64 000 €. Et bien que 2 appartements soient déjà conformes 2033, ces 64 000 € seront divisés entre tous les copropriétaires sur la base des quotités. Donc, ce n'est pas le propriétaire du -2, du rez-de-chaussée et du 2e étage qui devrait payer individuellement seul leur amende. Donc, comment est-ce qu'on fait la stratégie de phasage? C'est qu'on se concentre bien sur chacune des unités, ceci afin de déterminer les travaux de rénovation sur l'ensemble d'immeubles. Et il y aura des travaux qui seront, on va dire, à caractère privé, comme par exemple le remplacement des châssis, mais aussi à caractère commun, comme les parois communes. Et c'est là où on voit que sortir des passoires énergétiques, ici, bonne nouvelle, c'est avec, on va dire, un gros poste, une remise aux normes de la chaufferie, qu'on arrivera à atteindre un score de E-, E- étant le score PEB de l'unité la moins performante. Dans notre rapport, on voit à chaque fois l'unité la moins performante, puisque c'est celle qui va déterminer si jamais l'immeuble devra payer des amendes ou pas. Mais on avait vu précédemment qu'il y avait d'autres appartements qui étaient déjà en E. Ceux-là sont peut-être déjà rendés grâce à ces travaux de chaufferie. Souvent, 2033, sortir des passoires énergétiques, c'est faisable avec 1 ou 2 postes. Et là, ce qu'on voit, c'est que par contre, l'objectif 2045 sera vraiment beaucoup plus ambitieux, puisqu'on va devoir travailler sur la toiture plate ayant été refaite dernièrement. On va pouvoir installer une installation commune photovoltaïque. On devra isoler l'ensemble des façades, mais aussi le sol contre terre. Et donc là, ça va être quand même un poste assez contraignant, puisqu'on se situe au sein de l'appartement et ça ne pourra pas se faire sans quitter l'appartement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On voit aussi que les lucarnes devront être isolées et la façade mitoyenne. Et donc là, ça suppose forcément un accord du voisin. Ici, on remet un peu les 3D, donc on voit bien qu'il y a à la fois de la surface, qu'il y aura besoin de permis, qu'il y aura besoin d'un accord de voisin.
et on montre les différentes couleurs vont illustrer qu'est-ce qui va se faire au sein des lucarnes. On privilégie plutôt l'isolation par l'intérieur versus les façades par extérieur, et en gris, là où il faudra décaisser puisqu'on était contre terre. L'isolation du plafond de garage, et en gris le sol de l'appartement contre terre qui devront être isolés. Là, on voyait les châssis qui sont ici, par contre, des parois privatives qui ont été aussi modélisées dans nos travaux. Donc, on indique ceux qui doivent être modifiés. Et c'est là où on arrive à l'estimation des coûts. Donc là, j'avais dit bonne nouvelle, la chaufferie, l'isolation des tuyaux, tous les postes qu'on avait présentés précédemment, on avait vu que ça avait un impact significatif. Et avec un investissement inférieur à 20 000 euros, on évitait 64 000 euros d'amende. Donc là, il y a vraiment assez peu de questions à se poser. Il est intéressant de lancer l'appel d'offres et réfléchir à comment passer du mazout au gaz condensation. 2045, on est sur un investissement bien plus important, puisque là, on est proche des 200 000 euros. On avait calculé les primes Rénolution sur cet investissement. Aujourd'hui, la pérennité de ce dispositif sur le long terme n'est pas certain. Donc, on va dire qu'il est plutôt là à titre informationnel, mais ce n'est pas du tout un engagement de notre part, ni de la région d'ailleurs. Mais on voit la progression du moins vers le C-. 2050, là, on modélise, on va dire, le poste le plus complexe. Le double flux, c'est vraiment quelque chose qui, dans ce cadre de bâtiment assez ancien, sera compliqué. D'ici 2050, il y a vraiment vraisemblablement d'autres solutions techniques où la loi aura peut-être eu le temps de changer d'ici là. Donc là, on pousse toujours la rénovation jusqu'à l'objectif 2050, mais d'ici là, la solution sera sans doute différente. On va modéliser aussi les impacts sur les consommations énergétiques. Donc là, on voit que la chaufferie, au-delà des amendes, on aura une réduction quand même de plus ou moins 3 000 euros 2 000 euros par an. Donc le retour sur investissement sera sur une échelle assez courte. Et on voit aussi les réductions de CO2 qui sont en fait un peu la raison pour laquelle l'Europe nous impose de faire ces rénovations du bâti dans tous les pays européens. Donc là, j'en ai fini sur l'explication un peu du COBRAS. Donc vous l'avez vu, cette nouvelle ordonnance impose un nouveau calendrier. Je le rappelle, les passoires énergétiques à Bruxelles, c'est supérieur à 40%. Donc il y a une nécessité de prise de conscience des différents propriétaires sur le besoin de rénover. On pense que ça va avoir aussi un impact de plus en plus sur le prix, puisque les biens immobiliers vont avoir un lien de plus en plus fort avec le score PEB, puisque des obligations de rénovation vont s'imposer. La Flandre, qui avait introduit en premier pour les passoires énergétiques une obligation de rénovation dans les 5 ans, c'est la région où le différentiel de valeur s'est marqué le plus fort, et on voit que les autres régions vont rattraper cette autre, la Flandre. On va maintenant parler primes. Donc, ça a été un peu la saga de l'été pour réexpliquer. Les primes Rénolution ont été introduites en 2022. L'objectif initial était de couvrir en moyenne plus ou moins 50% de la rénovation énergétique des différents travaux.
avec dans un premier temps un budget financé par le plan de relance européen d'autour de 50 millions d'euros annuels. Et ça a été progressivement augmenté à 69 millions cette année. Le problème, c'était que depuis le début du lancement de ce dispositif, qui était très généreux, 50% de la rénovation énergétique, s'est trouvé en fait de façon assez mécanique sous-financé. Donc chaque année, on avait des problèmes budgétaires. Et cette année d'élection, le gouvernement démissionnaire s'est trouvé dans une situation où ils n'ont pas pu voter d'arbitrage budgétaire et ont donc décidé de façon unilatérale, fin juillet, de fermer la plateforme qui permet d'introduire les primes en date du 15 août. Donc, depuis le 15 août minuit, il n'est plus possible, et c'est encore le cas aujourd'hui, d'introduire une nouvelle demande de prime avec un chantier fini en 2024. Période d'élection veut dire aussi qu'il y a eu des gagnants. Donc le MR qui est sorti gagnant de ces élections a fait différentes annonces dernièrement. D'abord, fin août, un engagement de respecter l'annonce de l'exécutif sortant. L'exécutif sortant avait dit que toutes les primes introduites, même celles qui n'avaient pas de budget, seraient payées. Donc, il y a eu différents chiffres qui sont sortis. On parle de plusieurs dizaines de millions qui manquent pour les dossiers qui sont déjà introduits, et donc des solutions budgétaires vont devoir être trouvées. Mais plus dernièrement, le 25 septembre, pour être exact, le Parlement bruxellois a voté à l'unanimité le projet d'ajustement des budgets pour l'exercice 2024, ceci afin de permettre, là, comme l'avait annoncé le MR, le paiement de toutes les primes introduites, mais aussi de permettre à ce que tous les chantiers finalisés et facturés en 2024 donnent droit à des primes. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu plus d'annonces que ceci, mais ça veut dire que concrètement, à quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que d'ici quelques semaines, mois ou plus tard, des paiements de primes reprennent pour les dossiers introduits et pour lesquels on continue de la part de Bruxelles Environnement à recevoir des avis positifs sur les primes, donc des engagements avec des montants, mais aussi à ce que la plateforme réouvre et donc que tous les maîtres d'ouvrage qui aient des factures et des preuves de paiement pour des chantiers réalisés en 2024 puissent introduire leur demande de prime. Une inconnue existe par contre, c'est que pour pouvoir avoir un dossier éligible, les conditions résolution des primes imposent que la facture de solde ait moins d'1 an. Donc, quid des propriétaires qui n'ont pas pu introduire leur demande de prime à temps avant le 15 août, mais qui au moment de la réouverture de la plateforme auraient une facture de solde qui aurait plus de 12 mois. Théoriquement, si on lit les conditions générales, ces dossiers-là seraient d'office exclus. Est-ce qu'il y aurait, on va dire, des faveurs pour cela? Aujourd'hui, nous sommes sans réponse à ces questions que nous avons déjà adressées à l'organisme qui gère les primes. Mais la plus grosse inconnue, ce n'est pas vraiment sur les primes 2024, mais c'est sur au-delà. Là, aujourd'hui, les engagements, on va dire, des principaux partis qui ont gagné les élections et qui vont former le nouveau gouvernement n'ont tenu aucune annonce par rapport à cela. Nous avons rencontré certains de ces acteurs des différents partis. Ils nous ont dit qu'ils travaillaient à une sorte de
continuité du dispositif, mais nous nous attendons au mieux à une vraie réforme de celui-ci, car il était très concrètement trop généreux par rapport au budget que la région allouait, et donc on pense que il vaut mieux donner moins, mais avoir les moyens de donner à tout le monde plutôt que de donner beaucoup et en fait à très peu. C'était un petit peu en synthèse ce qu'on a compris. Mais je pense que il y aura aussi sans doute d'autres solutions, comme peut-être des crédits à 0% ou des mécanismes de tiers investisseurs. Voilà, je crois qu'il y aura plusieurs solutions et que ce ne sont pas les primes seules qui demain permettront la rénovation énergétique du bâtiment bruxellois. C'était un petit peu tout sur les primes. Si jamais il y a des questions par rapport à ceci, je propose d'y répondre dans le cadre du Q&A. Je crois que ce qu'on a dit, hein, c'est que la rénovation énergétique bruxelloise, elle est en fait obligatoire. Alors on pourrait se dire que les calendriers vont peut-être être revus. Il faut quand même revenir aussi un peu à l'origine. Pourquoi est-ce que chaque région a imposé des obligations? C'est que c'est avant tout un engagement européen que les États membres ont dû prendre avec une stratégie zéro carbone d'ici 2050. Et donc, tant que l'Europe ne revoit pas ce calendrier imposé, ben, chaque région sera tenue de délivrer sur ses promesses. Il y a différentes aides, hein, on a vu l'abattement, les primes, mais ce n'est pas la seule raison, il y a aussi la nécessité de préserver la valeur de son patrimoine qui va sans doute être déprécié. On a vu dans d'autres pays, il y a aussi parfois eu des contraintes sur la possibilité de devoir rénover, et c'est le cas déjà en Wallonie, où quand on va acheter un bien, si c'est une passoire énergétique, on devra le rénover assez rapidement, ou des interdictions de mise en location de passoires énergétiques. Voilà, il y a de multiples arguments qui vont pousser vers la rénovation du bâtiment. Mais je crois avant tout, ce qu'on a pu voir, que ce soit dans l'exemple de l'abattement fiscal, mais aussi dans l'exemple de notre copropriété, la stratégie de rénovation, donc savoir quel est le phasage que je vais prendre, quels vont être mon budget, quels sont les matériaux, quelle est la solution technique de chauffage parfois innovante qu'on va devoir mettre en place. C'est quelque chose qui va être très souvent très complexe. Et notre avis, c'est qu'il faut vraiment faire appel à un expert pour comprendre quelles vont être les étapes et par quoi commencer. Ceci afin d'éviter de devoir faire certains travaux peut-être 2 fois, ou sinon éviter aussi des déceptions où certains travaux n'auraient pas eu l'impact ou le résultat souhaité. Ah, je vais arrêter le partage peut-être de mon écran pour pouvoir visualiser les questions. Peut-être tu peux... Alors, je lis une première question. Donc, qu'est-ce qui est la garantie du calcul du score PEB, donc de l'investissement consenti? Donc, alors là-dessus, deux choses. L'analyse que nous réalisons se base sur le protocole PEB émis par Bruxelles Environnement. Il arrive en effet qu'il y ait des réformes de ce cadre. Cependant, un certificat PEB émis reste valable 10 ans. Donc, si nous émettons un certificat PEB, celui-ci sera valable 10 ans. Si jamais nous émettons un audit PEB,
Mais c'était un petit peu ce qu'on avait dit, hein. On va pousser la stratégie de rénovation jusqu'à 2050 pour dire, ben voilà, dans le cadre de cet immeuble ou de ce bien, voilà ce qui doit être fait pour tendre vers les exigences de 2050. Cependant, d'ici 2050, ben, la norme PEB va vraisemblablement évoluer, mais aussi les technologies. En 2017, il y a eu une réforme importante du dispositif. Cette année, il y a eu une autre réforme qui a été plutôt sur la prise en compte du, des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, jusqu'à maintenant, comme elles étaient à l'électrique, n'avaient pas un gain substantiel par rapport aux chaudières à condensation, et donc ils ont fait un recalibrage de ce dispositif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais vous mettez des pompes à chaleur dans votre bien, vous auriez un gain PEB, ce qui semble plus logique par rapport à une chaudière à condensation. Donc, je pense que oui, notre audit PEB a de la valeur si jamais derrière il y a une dynamique de mise en mouvement qui est faite et qu'il y a des travaux qui sont réalisés. Si on attend 5 ans pour faire quelque chose, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait demander une mise à jour. L'avantage, c'est que nous nous basons sur l'outil de calcul fait par Bruxelles Environnement, donc une mise à jour est toujours possible. Et si, d'autant plus si rien n'a été fait, c'est souvent en fait tout simplement une ouverture et un refresh de notre document, et l'analyse pourrait être renouvelée. Voilà, j'espère avoir répondu à cette première question. Alors, aujourd'hui, concernant l'expert PEB copropriété, la mise en œuvre de ce nouveau rôle n'a pas été traduite dans les faits. Donc concrètement, ce n'est pas encore une obligation pour la copropriété d'en nommer un. Donc aujourd'hui, si jamais vous voulez une analyse, vous pouvez vous adresser à un certificateur PEB. La liste de certificateurs PEB se trouve sur le site de Bruxelles Environnement. Nous pensons que les certificateurs PEB aujourd'hui sont un peu plus de 200, je crois, pour toute la région. On sait qu'il y a plus ou moins 50% des biens qui n'ont pas de certificat. Là encore, le maître mot pour moi sera anticipé, puisque si vous devez faire une analyse, il vaut mieux ne pas forcément attendre l'implémentation de ce rôle d'expert PEB pour en mandater un, parce que si jamais vous le faites en 2028 ou en 2030, mais peut-être qu'il n'en aura pas de disponible, que derrière, si vous devez faire des travaux au sein de votre maison ou de votre copropriété, vous n'aurez pas les délais pour mettre en œuvre vos travaux. Alors, il y avait une dernière question. Qu'en est-il des propriétaires qui louent leurs biens en AIS, ratio loyer perçu, investissement dans les travaux, amende, merci. Donc là, aujourd'hui, pour les AIS, il n'est pas prévu d'exemption par rapport aux amendes. Là où dans l'ordonnance, il est prévu des exemptions, ça va être par exemple dans les bâtiments patrimoniaux, hein. On ne va pas sur un bâtiment classé être obligé de le recouvrir d'isolant avec un crépi. Ça semble assez logique. Donc,
pour obtenir cette exemption d'amende, le maître d'ouvrage devra prouver qu'il a fait son maximum pour améliorer son PEB et que les autres recommandations qui lui sont suggérées par son certificat ne sont pas possibles d'être mis en œuvre techniquement. Pour les AIS, ce qui était prévu, par contre, c'était que dans le cas des primes résolution, si c'était une personne physique qui louait son bien, ils avaient droit à l'ensemble des primes réservées aux AIS et ils étaient d'office dans la catégorie 3, ce qui voulait dire que sur certains postes, il y avait parfois jusqu'à 90% de l'investissement qui pouvait être remboursé. Quid de ceci pour 2025 et au-delà, on est vraiment dans l'inconnu. Donc, si jamais vous appartenez à une AIS ou si jamais vous louez votre bien via une AIS, je vous conseille de solliciter votre AIS et la fédération des AIS pour faire un peu du lobbying auprès des pouvoirs politiques pour que votre spécificité soit prise en compte. Alors, il y avait une autre question, uniformisation des dispositifs entre les différentes régions. Donc là, j'aurais peut-être dû expliquer ça en introduction. Donc, il n'y aura aucune uniformisation entre les scores PEB des différentes régions et chaque région a défini sa propre stratégie de rénovation. Pourquoi aucune uniformisation? C'est parce que c'est une compétence régionale. Donc, il n'y a pas d'agrément commun, pas de méthodologie commune, pas d'outils communs et pas de volonté politique commune de se mettre autour de la table pour aller vers une uniformisation. Ce qui fait que le même bien, si jamais on venait à le déplacer d'une partie à l'autre de la frontière, aurait en effet un score différent. Chaque région, par rapport à sa stratégie de rénovation, a défini aussi un calendrier très spécifique, si je peux en parler en 2 minutes. En Flandre, il y a des obligations de rénovation uniquement en cas d'achat-revente d'une passoire énergétique. On a un délai de 5 ans pour améliorer le PEB et cette obligation de rénovation, dans le temps, sera de plus en plus importante en fonction de la date d'achat du bien. À Bruxelles, on a vu, c'est une obligation qui va s'appliquer sur l'ensemble des biens. D'abord les passoires énergétiques en 2033, et puis on va dire 75% des biens en 2045 pour arriver à une rénovation de tous les biens en 2050. En Wallonie, ils ont essayé de faire quelque chose d'encore plus complexe, où là, la stratégie de rénovation est hybride, avec des obligations de rénovation si jamais on achète le bien, si jamais on met le bien en location pour la première fois. Donc là, il y a des scores PEB à atteindre dans un certain délai, un petit peu comme en Flandre. Et puis, si jamais on est résident du bien ou locataire du bien, un peu comme à Bruxelles, il y aura des échéances de rénovation avec des lettres minimum à atteindre, même s'il n'y a pas de nouvelles transactions par rapport à ce bien. Par contre, en Wallonie, la gestion de ces multiples calendriers différents au sein de copropriété n'a pas été établie. Si jamais il n'y a pas de clarté là-dessus, je m'attends à des foires d'empoigne au sein des copropriétés lors des AG, puisque chacun aura des intérêts et des calendriers différents en fonction de leur rénovation. Alors, que se passe-t-il? Une autre question, que se passe-t-il dans le cas des bureaux situés au rez-de-chaussée des copropriétés? Donc, le bureau au sein de la copropriété, en fonction de sa taille, n'est pas soumis à l'obligation d'avoir un certificat PEB. Nous ne sommes pas certificateurs PEB non résidentiels, donc je ne connais pas tout à fait les surfaces, mais de mémoire, c'est en non résidentiel, on parle de plusieurs milliers de mètres carrés. Donc, il n'y aurait pas d'imposition de rénovation par rapport à ceci.
Par contre, dans le cadre d'une rénovation, d'une copropriété, c'est vrai qu'on va essayer de traiter l'ensemble des parois communes. Et donc, si jamais il y a un commerce et qu'on doit venir isoler les façades, ça fera partie on va dire, de la qualité d'exécution de traiter l'immeuble dans son ensemble et donc également le rez-de-chaussée qui serait des bureaux ou un commerce. Ouais, je pense avoir répondu à cette question-ci. Si jamais il y a d'autres questions, puisqu'on est presque atteint, on a un peu dépassé notre délai, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Le mail peb@easy-prime.be ou directement dans notre site internet. Nous y répondrons avec plaisir. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Alors pour la dernière question, si le bien est urbanistiquement comme logement, mais en réalité utilisé comme bureau, donc là, en effet, si jamais c'est un logement, normalement, et qui répond à certaines questions du type est-ce qu'il y a une salle de bain, une cuisine, le certificateur dans ce cas-là, s'il visite le bien, donc dans le cas de notre audit par exemple, quand on va visiter l'appartement, on va considérer qu'il est concerné par cette obligation de rénovation. Voilà. Encore une fois, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.